Trois raisons pour un pivot de la Fed lors de la décision de politique monétaire du mercredi 18 septembre 2024. Chers amis, bienvenue, c'est la nouvelle édition du Top Gun, je suis ravi de vous retrouver. Trois raisons, oui, j'ai une conviction forte. J'ai une conviction forte. Vous savez, il reste, d'ici la fin de l'année, quelques décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. La Réserve fédérale des États-Unis qui, elle, met en avant le fait qu'elle pourrait baisser une fois ses taux d'ici la fin d'année, mais tout va très vite au gré de la mise à jour des statistiques macro des US. Ma conviction, c'est que ce pivot aura lieu lors de la décision du 18 septembre, à la rentrée. Alors, j'ai trois raisons sur lesquelles je vais argumenter. Vous me connaissez, je vais essayer de faire ça de manière synthétique. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à apporter votre propre argumentation, ça sera intéressant. Vous savez, la désinflation a repris aux États-Unis. Elle a repris selon la mesure du CPI, selon la mesure du PCE. Même Jérôme Powell reconnaît que les progrès ont repris. Et vous savez, c'est un équilibre, un bon équilibre à trouver entre, d'une part, le marché du travail aux États-Unis. Vous avez vendredi dernier le rapport NFP qui a été mis à jour, vous avez pu le suivre, et la reprise de la désinflation, sans oublier des enjeux politiques. Oui, il y a des enjeux politiques, n'oubliez pas, mais vous n'avez pas oublié les élections présidentielles US du mardi 5 novembre prochain, le 18 septembre étant la dernière décision de politique monétaire de la Fed avant les élections présidentielles. Alors, nous sommes en début de semaine, nous avons les résultats des élections législatives en France. Je vous invite, si ça vous intéresse, bien sûr, j'étais un peu déçu, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Bon, à reprendre la vidéo que je vous ai proposée la semaine dernière ou il y a 2 semaines, pardon, c'était la semaine dernière, sur les baromètres à suivre pour savoir s'il est temps ou non de revenir à l'achat sur le cours du CAC 40. Maintenant que les élections ont eu lieu, vous pouvez reprendre en temps réel l'état de tous ces baromètres. Allez les amis, c'est parti les amis, nous ne perdons pas davantage de temps. 3 raisons pour un pivot de la Fed le mercredi 18 septembre 2024. Je vais vous exposer mes arguments de manière assez technique, mais on va les reprendre dans l'ordre. Au programme, cela s'affiche sous vos yeux tout de suite. Alors, le pivot de la Fed reste le thème d'inquiétude fondamentale numéro 1 du marché, car il maintient pour le moment les taux d'intérêt du marché à un niveau élevé. La haute finance espère un pivot pour soutenir le marché action dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement les stars de la tech, ainsi que le marché obligataire. Voici pourquoi je pense que le pivot de la Fed aura lieu le mercredi 18 septembre 2024, alors que je vous rappelle que globalement, au moment où j'enregistre cette vidéo, la probabilité implicite d'un pivot de la Fed en septembre est autour des 55%, ce qui n'est pas énorme, ça c'est ce qu'en pense le marché. Moi j'estime que cette probabilité est beaucoup plus haute, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme d'habitude, je ne fais pas un all-in rationnel, c'est-à-dire que il y a la possibilité que ce pivot n'ait pas lieu le 18 septembre, et ce sont aussi des raisons que je vais traiter en dernière partie de vidéo. Le plan, c'est parti. Alors, CAC 40, après les législatives, les conditions nécessaires pour revenir ou non à l'achat. J'en redis un mot très rapide. Pivot de la Fed, ce qu'en dit Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale des États-Unis. Ici donc vont apparaître les 3 raisons pour lesquelles j'estime qu'il est probable que le pivot de la Fed ait lieu à la rentrée. Raison numéro 1, la désinflation US est réengagée selon le CPI et selon le PCE, à confirmer. Et dans cette raison numéro 1, tous les indicateurs avancés d'inflation permettent d'être optimistes. Raison numéro 2, le marché du travail US se dégrade progressivement et le temps joue contre lui. Alors vous avez tous pris connaissance du rapport NFP publié vendredi dernier. Ok, très bien, je l'intègre. Mais moi, je me projette aussi beaucoup sur des indicateurs avancés de ce marché du travail. Donc voilà, je vais. Et puis, dans cette vidéo, en fait, là, l'idée, c'est que je vous ai refait la synthèse de tous ces baromètres avancés, de tous ces indicateurs thématique par thématique. Je vous ai préparé des slides où je vous les reliste. Alors, on ne va pas tous les passer en vue. Ils sont tous rassemblés dans des tableaux. On ne va pas tous les passer en vue, certains simplement, mais au moins ça vous donnera des fiches que vous pouvez consulter de temps en temps pour aller voir justement où en sont ces 3 thématiques. Ces 2 thématiques majeures, en fait même 3, qui sont donc la désinflation aux États-Unis, l'évolution du marché du travail et, 3e thématique, la dimension politique, puisque c'est une année électorale et il y a vraiment des enjeux électoraux très forts. Alors, oui, la Réserve fédérale est indépendante. Oui, Jérôme Powell est à son poste jusqu'en 2026.
Non, le président des États-Unis ne peut pas dégager comme ça, comme il l'entend, ne peut pas virer comme il l'entend le patron de la Fed. Mais, alors, sauf en cas de faute lourde ou de faute grave, enfin quelque chose d'incroyable, faute professionnelle si vous voulez, mais pas pour des raisons de positionnement monétaire. Mais tout de même, c'est sous les démocrates que Jérôme Powell a été reconduit pour un second mandat en 2022. Donc, il y a des choses aussi à regarder, l'enjeu de la dette publique américaine, du déficit budgétaire, les enjeux aussi de tendance des actifs risqués, et forcément, le pivot de la Fed soutiendrait le marché action. Donc ça, c'est la troisième raison que je vais aussi détailler dans cette vidéo, qui sont donc une raison politico-économique, la dette publique, enfin, le pivot de la Fed peut être un enjeu politique avant les élections du mardi 5 novembre. Ensuite, je referai un tour d'horizon donc des taux obligataires du marché, puisque vous savez que si la Fed doit pivoter, les taux d'intérêt du marché donneront des signaux techniques baissiers qui ne sont toujours pas présents. C'est ça qu'il faut suivre. Et effectivement, le jour où il y aura une vraie conviction de ce pivot, il y aura des signaux techniques baissiers, en tout cas sur les taux à court terme. Et si le pivot de la Fed n'avait pas lieu au mois de septembre, je vais aussi étudier ce scénario. Alors c'est parti. Tout d'abord, CAC 40, les conditions nécessaires pour revenir à l'achat après les législatives. Là, je vous invite tout simplement à vous retourner vers la vidéo que j'ai réalisée le 1er juillet 2024, donc la semaine dernière, où je passais en revue tous ces baromètres. Elle est disponible sur la chaîne, reprenez-la et puis passez en revue les différents baromètres pour savoir si, donc ce lundi, ce mardi, ce mercredi, ça va dépendre quand est-ce que vous regardez la vidéo, il est temps, il y a le signal pour revenir sur le CAC 40 et surtout observer les spreads de taux d'intérêt. Parmi tous les baromètres que je vous ai présentés la semaine dernière dans cette vidéo, regardez alors à la fois le taux obligataire de la France et, mais plus important encore, le spread de taux entre la France et l'Allemagne. Si ce spread de taux reste sous la résistance que je vous ai décrite la semaine dernière, oui, il est temps à ce moment-là de revenir sur le cours du CAC 40. Alors, passons donc au sujet. Pivot de la Fed, ce qu'en dit Jérôme Powell. Donc Jérôme Powell, il s'exprime assez régulièrement et en réalité, il met en avant quelque chose d'intéressant. Donc le président de la Fed a déclaré que les dernières données économiques suggèrent que l'inflation a repris une trajectoire descendante, très bien. Donc la Réserve fédérale reconnaît la reprise de cette désinflation. Vous vous souvenez, cette désinflation qui était vraiment active en 2023, ce qui avait amené Jérôme Powell en décembre dernier à être hyper optimiste et à même envisager 6 ou 7 baisses de taux pour cette année. Bon, là, on en a eu 0. En janvier, février, mars, avril, la désinflation s'est mise en pause, elle s'est mise à plat, mais elle a repris. 2 mois consécutifs pour le CPI et un seul mois là pour le PCE. La Fed a toujours dit qu'elle avait besoin de 2 ou 3 mois consécutifs sur le PCE pour vraiment récupérer la confiance. Donc voilà. D'ailleurs, cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI. Allons-nous avoir 3 mois consécutifs de reprise de la désinflation? Et à la fin du mois, le PCE. Allons-nous avoir 2 mois consécutifs de reprise? Donc ça, ce sont des choses hyper intéressantes. Et ce qu'a dit Jérôme Powell dans cette déclaration, je vais vous remontrer le slide, c'est que la Fed, certains membres de la Fed commencent aussi à s'intéresser, à s'inquiéter de la dégradation progressive du marché du travail aux États-Unis. Alors oui, vous avez pris connaissance là, du dernier rapport NFP de vendredi, ok très bien, je l'intègre, je l'entends bien, mais les indicateurs avancés montrent que petit à petit, il y a des pressions sur ce marché du travail. Reste que il y a une dimension salariale, l'inflation des salaires qui reste encore trop élevée et qui fait le lien entre inflation et emploi. Donc voilà, c'est tout ça que surveille la Fed. Donc au final, lorsqu'on a demandé à Jérôme Powell ce qui l'empêchait de dormir la nuit, il a évoqué le délicat équilibre à trouver entre la maîtrise de l'inflation et l'évitement d'une dégradation du marché et du travail. Et donc la Fed joue entre ça, c'est-à-dire qu'en réalité, elle ne veut pas pivoter trop tôt pour ne pas risquer une seconde vague d'inflation. Alors là, on ne parle pas de seconde vague d'inflation, puisque la désinflation a reprise. Mais pas trop tard, pour ne pas mettre une pression en particulier. Vous savez, aux États-Unis, c'est le même cas en Europe, l'essentiel de l'emploi vient des petites et moyennes entreprises, et essentiellement des moyennes entreprises. Donc ces entreprises-là, ce ne sont pas les GAFAM, elles n'ont pas la liquidité, elles n'ont pas le chiffre d'affaires, elles n'ont pas les bénéfices des GAFAM, qui, elles, peu importe les taux d'intérêt, il n'y a pas de souci pour eux. Mais l'entreprise du commun des mortels souffre réellement des nouvelles conditions de financement. Donc c'est pour ça aussi que cela est important. Mais en gros,
dans donc la vidéo du jour, où je me pose la question, où moi je pense vraiment que le pivot de la Fed aura lieu lors de la réunion du 18 septembre, eh bien, la Fed n'écarte pas ce scénario, même si ce n'est pas le scénario privilégié. Alors maintenant, raison numéro 1 pour laquelle j'estime que le pivot de la Fed aura lieu le 18 septembre, la désinflation US est réengagée selon le CPI et selon le PCE. Alors bon, les trois grandes mesures de l'inflation, le PCE, le CPI, le PPI, très bien. Ici, je vous remets la liste de tous les indicateurs avancés de l'inflation que je regarde, et en particulier les indicateurs avancés de l'inflation immobilière qui permettent d'être optimiste. Mais effectivement, première raison qui m'invite donc à penser que la désinflation a reprise, c'est que le pivot de la Fed aura lieu le 18 septembre, pardon, c'est la reprise de la désinflation selon les différentes métriques, et en particulier donc le CPI et le PCE. Donc ici, vous avez le CPI, où donc en version sous-jacente, effectivement, la courbe a repris la direction du sud. Ici, vous avez le PCE, l'indice favori de la Fed, où là aussi, la tendance a repris la direction du sud. Donc ça, ce sont deux choses intéressantes à noter, qui vont dans le sens d'un pivot de la Fed pour la réunion du 18 septembre. Maintenant, effectivement, ce n'est pas suffisant, puisque la cible de la Fed est à 2%, et c'est là qu'il est intéressant de se tourner du côté des indicateurs avancés de l'inflation, qui permettent, en tout cas au stade actuel, d'être optimistes, alors pas tous, pour le cours de l'été. Alors, il y en a un certain nombre qui comptent. Si vous voulez, dans le calcul de l'inflation, en particulier le CPI, il y a une dimension immobilière qui est très importante. Cette inflation immobilière qui est encore très élevée, mais qui est très élevée, et je vous l'ai déjà expliqué, dans la mesure officielle de l'inflation immobilière. Mais lorsque nous regardons l'inflation immobilière en temps réel, celle-ci est largement revenue au monde d'avant. Et il faut plusieurs mois pour que l'inflation temps réel intègre l'inflation officielle, parce que l'inflation officielle, elle lisse ça sur 12 mois. Alors qu'elle ne prend pas en compte les nouveaux contrats de location, uniquement les nouveaux. Et lorsqu'on prend en compte uniquement les tout nouveaux contrats de location, eh bien nous savons que cette inflation est revenue est très basse, est très basse. Et donc cela petit à petit va venir arriver dans l'indice officiel d'inflation. Alors ici, je vous en ai remis un certain nombre, Shrinkflation, Inflation Forecasting, le Zillow Observed Rent Index ou ZORI pour les loyers en temps réel, etc. Nous allons regarder un certain nombre. Alors tout d'abord, première chose, effectivement, Trueflation, alors c'est basé sur la blockchain, qui est l'inflation en temps réel. Eh bien, elle fait un nouveau plus bas, elle est à 1,86. Bon, ici, vous avez différentes composantes. Lorsque vous regardez l'inflation immobilière officielle, cette dernière est à 5,4%, elle est à 5,4%, c'est effectivement très élevé. Et c'est ce qui maintient en grande partie le taux officiel d'inflation à 3,4 en version sous-jacente. Mais lorsque vous regardez la mesure de l'inflation immobilière en temps réel, et donc là vous avez le Zillow Observed Rent Index et vous avez aussi le BLS New Tenant Rent Index, eh bien nous sommes revenus à des niveaux d'inflation, qui sont beaucoup plus bas. Et donc là vous avez l'inflation immobilière officielle qui est à 5,45, mais en tenant compte des nouveaux contrats de location, nous sommes revenus à 1,29. Et regardez, il y a un lag. Il faut toujours du temps pour que l'inflation immobilière temps réel vienne impacter l'inflation immobilière officielle. Et là, ça va être la même chose dans le sens inverse. Là, vous avez l'inflation officielle qui est à 3,30, qui est à 3,30. Mais regardez ce qui se passe si l'on intègre dans l'inflation officielle les loyers en temps réel. Eh bien, en fait, elle est déjà à 1,88. Donc ça, nous savons que mois après mois, cette inflation immobilière temps réel va venir impacter à la baisse la dimension immobilière qui est dans les indices d'inflation officiels. Et vous pouvez aussi regarder du côté donc, du BLS New Tenant Rent Index, qui lui aussi donc, est revenu à 0,4, et ces données immobilières temps réel vont donc venir appuyer à la baisse l'inflation immobilière qui est reportée dans les indices officiels. Donc de ce point de vue-là, nous pouvons être confiants pour que mois après mois, là vous avez donc le BLS New Tenant Rent Index, la mesure des loyers en temps réel,
Et là, vous avez la composante immobilière de l'inflation officielle. Vous voyez, il va falloir du temps. Comme ici, il avait fallu du temps pour que la hausse arrive. Il va falloir du temps donc, pour que la baisse arrive. Mais donc ça permet d'être confiant pour cette dimension immobilière. Alors oui, ensuite, il y a un autre sujet, effectivement, qu'il ne faut pas oublier, qui est l'inflation des services. Alors, autant cette inflation immobilière me permet, moi, d'être confiant pour un pivot de la Fed le 18 septembre, autant effectivement, du côté de l'inflation des services, c'est là en fait où il y a un risque, elle est extrêmement haute. Nous sommes très loin du monde d'avant. Alors, lorsque l'on regarde des indicateurs avancés de l'inflation des services, et en particulier la composante service, la composante inflation de l'ISM des services, eh bien, nous sommes revenus au monde d'avant. Voilà, nous sommes dans cette zone ici. Là, vous aviez eu la poussée inflationniste. Ce que nous savons, c'est que la composante inflation de l'ISM des services est en avance sur l'inflation des services officiels. Donc, il y a un bon espoir petit à petit de revenir au monde d'avant. De la même façon, lorsqu'on regarde des composantes services, des composantes services de l'inflation officielle, ici, selon l'application Trueflation, nous sommes sur des niveaux beaucoup plus bas que ce qui est reporté dans l'inflation officielle. Mais là, ça peut prendre davantage de temps, et c'est là où, en fait, il y a des difficultés. Mais overall, en globalité, nous avons quand même des indicateurs avancés qui permettent d'être optimistes. Prenons par exemple le prix des voitures. Prenez par exemple le prix des voitures. Dans l'inflation officielle, l'inflation des nouveaux véhicules est à moins 0,8. Ok, très bien, c'est en négatif. Si vous prenez l'inflation des nouveaux véhicules dans Trueflation, que vous retrouvez dans la catégorie transport, eh bien, l'inflation des nouveaux véhicules est à moins de 58. Et elle est négative depuis de nombreux mois, alors que dans l'inflation officielle, elle vient à peine d'être négative. Donc là aussi, en fait, il y a un lag. Il faut plusieurs mois pour que la vraie inflation des nouvelles voitures arrive dans l'inflation des nouvelles voitures, dans l'indice officiel d'inflation. Là aussi, ça permet d'être optimiste. Donc il y a l'immobilier qui permet d'être optimiste, l'inflation des nouveaux véhicules, qui va représenter l'inflation industrielle. Reste cette inflation des services, bon, c'est là où ça peut être compliqué. Et nous savons que les États-Unis sont une économie de services à 80%. Donc nous savons que c'est ce qui freine les banques centrales dans cette... Si le pivot n'avait pas lieu le 18 septembre et même pas lieu cette année, c'est vraiment de la faute de l'inflation des services. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui compte le plus dans l'inflation officielle. Mais nous sommes des économies de services, c'est pour ça que la Fed en tient compte de manière importante. Bon, alors vous avez bien sûr le prix du pétrole et des matières premières agricoles. Alors attention, autant donc les matières premières agricoles, elles sont vraiment dans une zone basse. Elles sont toutes revenues, que vous preniez le maïs, l'avoine, le soja, le blé, toutes les matières premières agricoles sont revenues tout en bas. Par contre, le prix du pétrole, lui, il est en reprise. On l'a rarement vu baisser l'été parce que c'est la driving season. Mais ça, c'est l'inflation nominale et ça ne devrait pas impacter l'inflation sous-jacente. Deuxième raison numéro 2, pour laquelle j'estime que le pivot de la Fed a une bonne probabilité d'avoir lieu le 18 septembre, c'est le marché du travail qui se dégrade progressivement aux États-Unis, avec le temps qui joue contre lui. Alors ça d'ailleurs, Jérôme Powell l'a parfaitement mis en avant. Il a précisé que la préservation d'un marché du travail solide était devenue aussi importante que la poursuite de la désinflation. Ça, c'est vraiment un sujet au sein de la Fed. Ils veulent préserver la solidité du marché du travail, qui voit certains de ces indicateurs se dégrader. Donc, je vous propose ici dans le tableau, à nouveau, tous les indicateurs que je regarde pour suivre le marché du travail aux États-Unis. Et il y en a un certain nombre qui commencent à être inquiétants. Alors, pour ce qui est du rapport NFP, vous en avez pris connaissance vendredi dernier. Tant qu'il y a davantage de 100 000 créations d'emplois, ça reste un marché du travail jugé solide parce qu'il permet d'absorber les nouvelles arrivées dans la population active. Mais tout de même, vous avez des indicateurs avancés qui commencent à être mauvais. Regardez par exemple les inscriptions hebdomadaires continues au chômage. Alors qu'est-ce que c'est les inscriptions hebdomadaires continues au chômage? En fait, il s'agit des personnes qui ont donc fait une première demande d'inscription à l'allocation chômage et qui semaine après semaine se réinscrivent. La dynamique commence à être mauvaise. Et une telle dynamique va finir par se traduire par une augmentation du taux de chômage. De la même façon, vous avez ici une statistique qui est très regardée,
qui consiste dans les job openings, les ouvertures d'emploi aux États-Unis, la dynamique est baissière. Alors, nous sommes presque revenus au niveau d'avant Covid, pas tout à fait, mais la dynamique n'est pas bonne. Lorsque vous regardez le taux de chômage U6 aux États-Unis, qui est en fait le vrai taux de chômage, il est à 7,40%. Donc ce n'est pas le taux de chômage officiel, parce que le taux de chômage officiel, c'est le U3. Mais le taux de chômage, ici U6, qui prend en compte le travail à temps partiel, les personnes qui ne sont plus motivées pour rechercher un travail, etc., bon, eh bien, il est à 7,40. Donc c'est un niveau qui est plus élevé, et la dynamique n'est pas bonne. Alors, il y a plusieurs choses aussi, ça je vous en avais déjà parlé dans le Fast and Forex de la semaine dernière, qui est le Real-Time Sum Rule Recession Indicator, qui consiste en fait Alors, c'est un indicateur de récession aux États-Unis qui est basé en fait sur une moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage aux États-Unis, le taux de chômage officiel U3. Et en fait, ce modèle nous explique que lorsque cette moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage officiel dépasse les 0,50% de hausse, eh bien, c'est à ce moment-là un risque de récession qui arrive. C'est ce qui s'est passé de manière assez rigoureuse plusieurs fois depuis 60 ans. Et là, la moyenne mobile vient d'atteindre 0,37. Donc nous sommes aussi ici dans une zone d'alerte pour le marché du travail, US. Et de manière générale, plus les taux réels et nominaux restent élevés longtemps, plus cela met la pression sur les petites et moyennes entreprises qui constituent l'essentiel de l'emploi aux États-Unis. Maintenant, troisième raison numéro 3, pour laquelle j'estime que le pivot de la Fed a une bonne probabilité d'avoir lieu le 18 septembre, la dette publique américaine, un enjeu politique avant les élections du mardi 5 novembre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que le 18 septembre est la dernière décision de politique monétaire avant les élections du 5 novembre que la Fed va pivoter. La Fed est parfaitement indépendante du pouvoir exécutif aux États-Unis. D'ailleurs, Jérôme Powell, c'est son second mandat, il est nommé jusqu'à 2026, mais il a été donc reconduit sous les démocrates. Et en réalité, il peut y avoir des pressions, ou en tout cas, tout le monde se parle naturellement, et effectivement, il peut y avoir la volonté, sachant que lorsque du côté républicain on s'exprime, on a tendance peut-être parfois même à demi-mot à remettre en cause l'indépendance de la Fed. Bon, il peut y avoir une volonté de faire gagner le camp démocrate. Alors, et même overall, et je vais arrêter de dire overall, au-delà de ce contexte bipartisan, il y a un sujet qui est la dette publique aux États-Unis, un sujet de la soutenabilité, soutenir la dette, soutenabilité de la dette publique, soutenabilité de la dette publique US, le fait que le déficit budgétaire va rester important et avec des taux d'intérêt actuels, cela ne fait qu'en rendre encore plus difficile de faire de la nouvelle dette, de faire face à la charge d'intérêt, que ce soit démocrate ou républicain, à un moment ou un autre, pour ne pas mettre en difficulté. Et regardez, récemment, vous avez eu une divergence dans l'évolution entre le taux obligataire américain à 10 ans et à 2 ans, parce que le 2 ans, les taux court terme suivent plus les perspectives de la Fed. Le taux à 10 ans peut prendre en compte notamment le fait que la dette publique devient difficile à gérer. Bon, donc il y a un sujet de toute façon qui est de refaire baisser les coûts de financement, même pour l'État fédéral américain. À cela s'ajoute le fait que statistiquement, nous savons que la tendance des actifs risqués en bourse dans les 3 mois qui précèdent les élections joue énormément, et dans 85% des cas, le parti au pouvoir est réélu si le marché action est bullish dans les 3 mois qui précèdent l'élection. Et au contraire, dans 88% des cas, le parti au pouvoir perd l'élection si le marché action est bearish dans les 3 mois qui précèdent l'élection. Août, septembre, octobre. Et naturellement que si la Fed devait pivoter, cela serait un soutien pour les actifs risqués. Donc vous voyez, au final, pour rassembler tout ça, me dit la raison numéro 1, la désinflation qui a reprise. Alors, on va voir les chiffres de juillet-août, mais si on a 2-3 mois consécutifs de reprise de la désinflation sur le PCE, c'est suffisant pour la Fed. À côté de ça, le marché du travail qui donne des petits signaux d'alerte. Oui, je sais, le rapport NFP qui donne des petits signaux d'alerte. Et cette dimension politique, dette publique, tendance des actifs risqués et l'élection du 5 novembre, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses, d'arguments en faveur du 18 septembre. Voilà, bon, vous êtes
peut-être que j'aurai tort, on verra bien, hein, ça m'arrive souvent, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, mais là j'avance des arguments, c'est une conviction, c'est pas une certitude. Bon, ici les statistiques dont je vous parle sont ici, donc dans 85% des cas, lorsque le marché action est positif 3 mois avant l'élection, le parti au pouvoir est réélu, et dans 88,9% des cas, si le marché action est pas bon, eh bien le parti au pouvoir perd l'élection. Donc voilà, ici je vous ai remis quelques informations, surtout gardez bien en tête que la Fed est indépendante, que la Fed n'obéit pas à la Maison Blanche et que Jérôme Powell est en poste jusqu'au mois de mai 2026. Bon, ici vous avez le déficit budgétaire aux États-Unis qui reste très élevé, et puis bon, voilà, la dette publique américaine qui maintenant représente 122% du PIB des États-Unis. Alors bon, de toute façon, au final, moi si je reviens à l'analyse technique, hein, parce que je reste à la base un chartiste, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui indique que le pivot va avoir lieu ? Il faut des cassures techniques baissières sur les taux. Voilà, sans cassure technique baissière sur les taux, hebdo, il n'y a pas de pivot. Est-ce que ces cassures techniques baissières sur les taux sont données ? Non. Donc oui, si là je m'appuie sur uniquement cette analyse technique des taux d'intérêt, rien n'affirme que le pivot aura lieu au 18 septembre. Maintenant, ma conviction, c'est que ces signaux techniques baissiers sur les rates weekly peuvent être donnés avant le 18 septembre. Alors, vous les connaissez, j'utilise beaucoup l'horizon de temps donné hebdomadaire sur le 2 ans et le 10 ans américain. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Vous avez notamment donc sur le 10 ans américain, vous vous mettez en données hebdomadaires. C'est vraiment cette zone ici, je mets les enseignements du système Ishimoku, cette zone les 4,20, la zone des 4,15, des 4,20, c'est cette zone-là qu'il faut enfoncer pour vraiment pouvoir affirmer que des signaux techniques baissiers moyen terme sont donnés. Et de la même façon, sur le 2 ans américain, c'est la zone ici des 4,40. Donc au stade actuel, ni sur le 10 ans américain, ni sur le 2 ans américain, au stade actuel, vous avez des cassures baissières sur les taux. Mais voilà, ce sont des choses que je vais surveiller donc tout au long de l'été. Et si le pivot de la Fed n'avait pas lieu au mois de septembre, alors, et si le pivot de la Fed n'avait pas lieu au mois de septembre, il y a plusieurs raisons à cela. La première, alors bien sûr, bon, s'il y a une seconde vague d'inflation d'ici là pour une raison X, ok, c'est mort, mais sans seconde vague d'inflation. Si le pivot de la Fed n'avait pas lieu, première raison, c'est l'inflation des services. Je vous ai montré, elle baisse pas. Elle baisse vraiment pas. Même si elle ne représente pas la part la plus importante du calcul de l'inflation, elle est quand même scrutée parce que nous sommes des économies de services. Enfin, les États-Unis, l'Occident en général sont des économies de services. Ou sinon, si l'inflation salariale reste trop élevée. C'est un signal de tension du marché du travail qui peut alimenter l'inflation. Ce sont, je pense, les deux critères qui sont vraiment décisifs. Et même déjà cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI. Il va falloir, je vais regarder avec attention cette évolution donc, de l'inflation des services. Voilà, chers amis, je ne dirai pas davantage. J'ai voulu ici rassembler les raisons pour lesquelles je pense qu'un pivot le 18 septembre peut avoir lieu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à argumenter, contre-argumenter. C'est intéressant. Merci de m'avoir écouté et passez une bonne semaine. Salut.